Et oui, Tristan, toujours avec vous au micro pour couvrir le 15e polar à la plage. Et avec nous, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Malloc. Bienvenue à vous. Bienvenue à vous aussi. Alors, est-ce que c'est votre première venue sur ce festival? Oui, sur le Havre, en effet, c'est une première. Toute première, donc. Alors, du coup, l'environnement, comment vous le ressentez? L'ambiance qu'il y a ici, c'est convivial, galvanisant? C'est infernal, les gens sont extrêmement désagréables, cette pluie continue est inacceptable, je ne reviendrai plus jamais. Je confirme, moi non plus d'ailleurs. Non, vraiment, c'est Vraiment, convivial. maintenant, c'est très très... On sent que c'est la 15e édition, c'est bien organisé, les gens sont charmants, on a un soleil fabuleux, un petit vent, on ne peut pas demander mieux. À la bonne heure, en effet. Alors, du coup, on va déjà commencer par le nom Maloc. Je ne sais pas si de mon côté je le prononce bien, mais Maloc, ça vient d'où? Alors Maloc, c'est le nom que j'ai donné à un commissaire dans une histoire il y a bien longtemps, il y a 15 ans. J'ai écrit un roman et j'avais besoin à un moment donné d'un commissaire. J'ai pas réfléchi, en 2 secondes Maloc est sorti. J'ai trouvé que ça faisait un peu viril, un peu je me la pète. Donc je vais rajouter un prénom idiot qui est Amédée. Et quand j'écris les passages qui concernaient ce personnage-là, je me suis rendu compte que je prenais beaucoup de plaisir et que ce personnage me correspondait beaucoup mieux que ce que j'avais pu imaginer. Et donc j'ai immédiatement écrit un nouveau bouquin et je me suis dit je vais le prendre comme personnage principal. Et donc je vais écrire les histoires du commissaire Amédée Maloc. Et là il a fallu que je décide sous quel nom je signais. Est-ce que je gardais mon nom d'écrivain? Et je me suis dit que less is best, que j'allais supprimer le nombre de signes et que l'idée ce serait peut-être de signer en tant que Maloc moi-même, prendre le même patronyme que mon héros. Et je me suis mis à signer mes peintures et mes musiques puisque je suis j'ai plusieurs cordes dans mon arc et j'ai pris comme nom d'artiste Maloc. Voilà, de ça bien. D'accord, vous venez de dire à l'instant qu'il y avait des points communs entre le personnage que vous amenez dans votre roman et vous. Vous vous identifiez à ce personnage à travers certains traits de son caractère? Non, en fait, c'est lui qui s'identifie à moi, l'enfoiré. Ah. Moi, je fais rien du tout. Je suis né, je suis sympa, je suis un homme remarquable. Et, et il s'avère que l'enfoiré, ben, il fait comme moi, quoi. Non, bon, c'est vrai que on dit quand on décrit quelqu'un, on met de soi. Et dans mon cas et dans le cas du commissaire, c'est évident il y a les mêmes valeurs, il y a la même philosophie de vie. Les points communs sont multiples et les points différents sont simplement, je dirais, de l'ordre de l'histoire. Hein, il n'a pas le même passé que moi, etc. En dehors de ça, je lui ai mis 15 cm de plus en hauteur parce que j'aimerais bien être plus grand. Mais à part ça, on se ressemble énormément. Très bien. Alors du coup, étant donné que nous sommes sur le Havre, est-ce que le Havre, justement, de par le lieu fort atypique et son passé, justement, est-ce que ça peut être un très bon sujet de décor pour un polar ou pour la photographie, justement? Très sincèrement, je n'y avais jamais pensé, je suis jamais passé au Havre, donc je vais pas faire de démagogie en disant j'adore la ville, machin. Je la découvre. La chose qui m'a vraiment étonné, c'est une ville plage. Ce qui m'a étonné aussi, il faut être quand même assez costaud pour aller sur la plage. Parce que alors les galets, c'est plus des galets, c'est carrément faut être gourou pour arriver à marcher dessus. Mais je trouve que la ville a vraiment un charme très particulier. Son architecture est aussi très très bon, on sent que c'était reconstruit. Donc l'architecture, la proximité de la plage, tout ça en fait un décor à part entière qui ne ressemblerait à aucun autre. Donc en ça, ça peut en effet être choisi comme décor. J'aurais un petit peu de difficulté à le choisir parce que j'ai l'impression qu'il serait il se rapprocherait plus d'un polar. Moi, ce que j'écris, c'est des thrillers et c'est des thrillers qui se passent souvent dans des endroits plus exotiques, Saint-Domingue ou des choses comme ça. Voilà.
D'accord, donc du coup effectivement plus orienté polar pour une ville telle que Le Havre, telle que pour sa construction du coup. Alors, qu'est-ce qui pourrait être le plus difficile entre sortir une magnifique photo ou écrire un bon polar? C'est un peu prétentieux de le dire, mais rien n'est difficile dans la mesure où si j'ai décidé de faire ça, c'est que j'adore et je sais le faire. C'est une seconde nature, comme aussi la musique. Donc je ne souffre pas. Je ne souffre pas en faisant de la musique, je ne souffre pas en faisant des photos, en faisant des expositions. Par contre, je dois reconnaître que l'écriture de ces trois domaines de prédilection, c'est celui qui est le plus douloureux. L'écriture ne se fait pas sans un travail acharné. Mes chroniques barbares sont des livres qui font plus de 700 000 signes et chaque chronique barbare me prend 3 années de ma vie. Donc c'est du vrai boulot et c'est un travail acharné. D'accord, donc justement vous parlez de Chronique Barbare qui prend, comme vous l'avez dit, tout ce temps justement. Et est-ce que vous pouvez parler de plus en détail justement ce temps? Qu'est-ce qui te permet justement d'obtenir grâce à ces Chroniques Barbares? Alors le problème des chroniques barbares, c'est que j'ai pris comme principe au départ de réconcilier la littérature blanche et la littérature de genre. C'est-à-dire écrire une histoire complexe, une histoire énigmatique, une histoire originale que personne n'a jamais écrite, et donc de passionner les gens par la narration, et en aucun cas, comment dire, passer à côté d'une écriture exigeante. Donc, l'air de rien, l'écriture, l'écriture littéraire est quelque chose qui peut nuire à la fluidité de la narration. Donc, il faut arriver à trouver un équilibre au mot près entre la qualité littéraire, ce qui est dit par la forme et ce qui est dit par le fond. Et c'est ça qui prend un temps fou. Le fait de pouvoir Concilier les deux. concilier à la fois cette qualité sans pour autant, on va dire, faire un travail trop sur la forme que sur le fond. Voilà, sans que si la forme prend le pas, on risque de s'ennuyer, on risque de se regarder le nombril à écrire. Si l'histoire prend le fond, ben on écrit de l'histoire et on fait comme les Américains, on raconte un thriller. Bon. Et le pari, enfin mon pari, c'était de dire je ne sortirai des livres que lorsqu'ils seront à la fois littérature blanche et thriller. C'est pour ça que ça m'a pris beaucoup de temps. Un temps qui se retrouve récompensé du coup d'une certaine façon. Alors la particularité du festival dans lequel nous sommes, c'est justement d'écrire une chanson pour la compile. Et est-ce qu'on a fait appel à vous pour cet exercice? Ah non, j'étais même pas au courant de la chose. Non, 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 je ne savais pas. Je ne savais pas. D'accord. Alors, pour votre dernier roman, parlons-nous-en justement. Parlez-nous de notre dernier roman, de ses grandes lignes. Alors, le dernier roman, c'est donc le numéro 5, ça s'appelle Le principe de parcimonie. Donc, le principe de parcimonie, c'est l'autre nom pour le rasoir d'Occam. C'est-à-dire qu'il faut choisir dans un raisonnement de supprimer tout ce qui est inutile et l'exprimer de la façon la plus simple. La raison d'une chose, quand on arrive à la résumer au plus simple, la raison la plus simple est la plus performante. C'est ce que disait un certain Occam, qui était un moine du XVIe siècle, et qui avait décidé, c'est pour ça qu'on appelle ça le rasoir Occam, et qui supprimait dans ses réflexions, mais c'est vrai aussi c'est vrai aussi en électronique. J'ai un fils qui fait de la programmation sur ordinateur. Des lignes de programmation les plus courtes sont les plus performantes. Et un raisonnement le plus simple et le plus direct est plus performant. Et donc, dans cette histoire-là, j'ai imaginé un personnage qui prenait ce raisonnement au pied de la lettre. C'est-à-dire, il va se promener vraiment avec des rasoirs et il va supprimer ce qu'il estime inutile dans nos sociétés. Et il y a de quoi faire. Donc, il va couper la langue des journalistes,
il va couper les oreilles des députés, puisque de toute façon, ils n'écoutent pas le pays, c'est pas la peine qu'ils aient des oreilles. Il va scalper un philosophe qui ne pense qu'à ses cheveux. On voit de qui je pense, à qui je pense. Il va retirer la cervelle d'une certaine, on dira pas Nabila, mais ça peut ressembler à ça. Et à chaque fois qu'il a supprimé, avec ce rasoir, il a supprimé ces éléments-là, il les cuisine dans un petit pot et le livre au commissaire. Mais derrière ça, il a un plan encore plus monstrueux qui va mettre en péril l'ensemble du monde. Parce qu'il a commencé 20 ans plus tôt avec un plan absolument diabolique et il a posé des... Je ne peux pas en dire plus, mais disons que dans la deuxième partie du livre, on va se rendre compte que c'est l'ensemble de la société qui est en péril. Alors que lui-même, déjà, se retrouve en tôle. Mais c'est rien pour lui. Ça, c'était juste voilà, comment on appelle ça, une petite mise en bouche. D'accord, oui, donc du coup de façon abstraite, mais avec des objets dont l'abstraction peut avoir une signification dangereuse chez ces personnes, du coup. Voilà, et puis c'est l'air de rien parce qu'il le fait avec une espèce de cynisme un peu diabolique, mais avec un grand sourire. Et puis de façon amusante, on montre un peu ce qu'on peut penser éventuellement de la société, d'une société qui est entièrement basée sur le paraître. Ah voilà, donc du coup il y a une conscience derrière cette simplicité. Oui, il y a une remise en question complète de la société, mais c'est pas fait de façon lourde comme peuvent le faire parfois les polars où on donne des leçons de morale. Je déteste ça, hein, ça me plaît pas du tout. Et donc simplement, il y a ce personnage qui fait ça. C'est à vous d'en tirer vos conclusions. Voilà, chaque lecteur se permet de voir. On se rend compte au bout d'un certain temps, on comprend. Et d'ailleurs, le commissaire lui-même, qui devrait absolument vouloir arrêter ce personnage-là, il ne peut pas s'empêcher d'éprouver une certaine sympathie pour lui. Et tout ça se passe en plus sous un décor de pluie centennale, puisque la Seine a débordé. Et c'est vraiment la plus grosse inondation qu'il n'y a pas eu, qui ait lieu depuis 100 ans. Parce que de toute façon, c'est une pluie centennale et on aura cette inondation. Donc le Louvre est plein d'eau, tout est plein d'eau. Et le commissaire va ramer au figuré comme... voilà. Il va ramer pour arriver à résoudre cette énigme. Et une fois qu'il aura résolu la première partie de l'énigme, on n'est qu'au livre 1, c'est en 3 livres à l'intérieur du bouquin. Et il va se rendre compte que derrière, comme je vous l'ai dit, derrière ça, il y a un deuxième effet qui se coule, qui est beaucoup plus tragique et qui va mettre en question le bon état de pas mal de bâtiments et de lieux publics. Et je ne peux pas en dire plus. Évidemment, on laissera le soin au lecteur de découvrir votre opus. De parcimonie. Voilà. Alors, vous l'avez expliqué il y a quelques instants au début de l'interview que vous aviez plusieurs cordes à votre arc, justement, donc la photographie par exemple. Et justement, à travers ces autres cordes que vous avez à votre arc, est-ce que vous avez des projets futurs qui vous tenteraient ? J'ai fait beaucoup d'expos et de sorties de livres. Notamment, j'ai fait un énorme livre qui s'appelait Moon, qui était un livre qui ne présentait que des fesses féminines. Voilà, donc il y avait 200 ou 250 fesses féminines avec mon camarade Gaito et un livre qui a très bien marché. À la suite de ça, donc j'ai fait des expos parallèlement à ça. À la suite de ça, j'ai fait Boob. Alors toujours avec les 2 os qui représentent la fesse, le machin. Et Boob qui était dédié au sein féminin. Et toutes les 3, c'est pas vraiment des photos parce que c'est extrêmement traité sur Photoshop. Et je change d'auteur, j'ai fait semblant de changer d'auteur toutes les 3
toutes les 3 photos, toutes les 3. Il y a un autre auteur qui change. C'est comme les gens s'imaginent qu'il y a 100 ou 150 personnes. Mais s'ils regardent bien, en fin de compte, c'est des photos de Guirito et c'est moi derrière l'ordinateur qui ai changé toutes les 3 photos, qui transformé les photos en carte postale, les photos en 1930, les photos en peinture, les photos en dessin, etc. Donc la perception peut paraître trompeuse du coup au premier abord si les gens du coup réfléchissent davantage à ce que vous faites et avec le deuxième regard. Ça allait être pire parce que je voulais mettre même des faux noms, donc toutes les 3 photos, avoir une fausse bio avec un faux nom, mais il fallait le traduire en plusieurs langues. C'est un bouquin qui est parti dans plusieurs pays. Et donc ça devenait compliqué, donc il y a juste une page noire entre chaque auteur, pseudo-auteur. Et donc moi ça m'amusait énormément parce que j'ai passé des heures et des centaines d'heures sur Photoshop. Et selon les photos, je les traitais et je créais des personnages imaginaires. Un photographe obsédé par le sadomaso, un photographe hamiltonien, un peintre du XVIIIe siècle. Et donc ça m'a permis en tant qu'artiste graphique de vraiment prendre mon pied, quoi. Voilà. Et donc j'ai la possibilité de continuer dans cette veine. Plus les nus, parce que ça va, j'ai bien donné. 6 ans à passer devant son ordinateur à regarder des seins et des machins. Quand mes enfants revenaient le soir, ils disaient papa, et tu nous racontes que tu es en train de travailler. Et j'avais beaucoup de mal à leur expliquer, mais c'est du boulot. Et donc j'ai la possibilité de faire plusieurs types de livres. Et là, j'ai pas encore décidé. J'ai entre 300 et 400 œuvres qui sont faites selon un style très particulier, mais j'attends d'avoir un agent avant de m'en occuper, parce que sans agent, ça m'intéresse pas. Et donc j'ai besoin de trouver un agent là-dessus, donc j'attends ça. Et sinon, j'ai de quoi faire un bouquin sur les chevaux. Passionné d'équitation ? Non, mais il s'avère que la personne avec qui je travaille de temps en temps est lui passionné d'équitation, donc il a un stock, comme il avait un stock de nus, il a un stock de photos de chevaux, donc il me donne le stock. Moi je les mets sur je les fais monter et puis bon, je commence à les découper, à faire mes folies avec ça. Et donc il n'est pas impossible qu'on fasse un jour on a déjà fait 2 expos sur les chevaux, plus une autre expo qu'on a fait au Maroc, on était invité par le roi du Maroc. Et donc il n'est pas impossible qu'on fasse le prochain soit un livre. Le livre s'appellerait d'ailleurs comme l'expo, c'est-à-dire Cheval avec un S. Voilà, affaire à suivre. Mais en tout cas, merci beaucoup Manoc d'avoir été avec nous, artiste donc pluridisciplinaire, on pourra dire. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite un excellent polar et merci pour cette interview très enrichissante. Et merci à vous deux. Et peut-être à l'année prochaine. Avec grand plaisir. Merci.